Un nouvel édifice sorti des terres en plein centre-ville de Kalemi, le nouveau bâtiment administratif de l'agence autonome de la Banque centrale du Congo est un immeuble de 2 étages situé sur l'avenue de la Révolution au quartier Fataki 1, commune de Kalemi, en plein centre commercial et administratif de la ville. En présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Marie-France Kabedi Malangou, indique que ce bâtiment de 200 mètres carrés, acquis sur fonds propres, s'inscrit dans le cadre de la noble vision du président de la République visant l'amélioration des conditions de travail et de qualité de vie de son peuple. Ceci est le fruit d'un besoin exprimé par l'institution monétaire de doter à son agence provinciale de Kalemi d'un édifice modernisé en assurant un maximum de confort au personnel. Ce que vous allez inaugurer aujourd'hui s'inscrit dans votre noble vision visant l'amélioration des conditions de travail et la qualité de vie du peuple congolais. C'est dans ce cadre que s'appréhendent les efforts de la Banque centrale d'offrir ainsi à son personnel les meilleures conditions de travail pour plus d'efficacité dans les services qu'il doit rendre à la population, au trésor public et à tout le système financier, tout en élargissant la représentation de la Banque centrale du Congo sur le territoire national. Le nouveau bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo, siège de Kalemi, inauguré en ce jour par le chef de l'État, abrite non seulement les services de la banque, mais aussi des appartements pour ses hôtes de marque. La Banque centrale, en tant qu'entreprise autoritaire de régulation et de supervision du système financier congolais et comme institut d'émission de la monnaie nationale, compte 1710 agents et cadres au siège de Kinshasa, à l'hôtel de monnaie, dans les entités provinciales réparties dans les différentes provinces et dans les agences autonomes, y compris celle de Kalemi. Restons toujours à Kalemi où séjourne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur place dans la province du Tanganyika. Le commandant suprême des forces armées et de la police a présidé les conseils provinciaux de sécurité élargie. Il était question au cours de cette réunion de faire un état du lieu de la situation sécuritaire de cette entité. Reportage. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaise, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagnés par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire. Et à cette occasion, il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Le compte rendu de cette réunion a été fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Profitant de son séjour dans la province du Tanganyika, le président de la République a également inauguré le centre de santé moderne de Mutoa, situé à une trentaine de kilomètres de la ville de Kalemi, un établissement médical construit dans le cadre du programme du développement de 145 territoires. Reportage. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffrent d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements.
Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. C'est toute la population du territoire de Kalemi qui remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il a fait pour notre territoire. Je pense que beaucoup ne croyaient pas. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, derrière moi nous avions le centre de santé moderne qui va accueillir les fils, les filles, toute la population. Le FEDEL, c'est le développement local à la base. Donc voir les territoires, les villages, permettre à ce que celui qui vit dans ces villages ait le soin de santé comme celui qui est en Afrique du Sud. Et nous avons vu ça. Nous avons vu en termes d'équipement qu'on a mis dans ces centres de santé, il n'y en a pas dans les grands hôpitaux à Kalemi. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa, tel qu'il est, malheureusement, il est déjà mieux équipé que même l'hôpital général de référence. C'est pour vous montrer que c'est pas parce que ça paraît petit, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et ça va couvrir la population du coin pour éviter que les gens fassent de grandes distances pour des maladies qui peuvent être soignées à ce niveau. Donc c'est pour cela que le président de la République vient voir comment est-ce qu'on peut visiter le premier que nous avons équipé et que nous allons effectivement généraliser au niveau du pays. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile. Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Et revenons sur la 11e conférence de gouverneurs qui se tient à Kalemi pour cette deuxième journée. Les panélistes ont procédé à l'évaluation des recommandations de la 10e réunion de gouverneurs scindés en plusieurs groupes. Cette rencontre d'une importance capitale a vu les parties prenantes faire l'état de lieu de la mise en application de ces recommandations. Occasion pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, de rappeler les orientations du chef de l'État, question de booster les développements de province. Reportage. Cette 11e session de la conférence de gouverneurs était une occasion propice pour faire l'évaluation de la session précédente. C'est ce qu'a fait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, en présentant les rapports d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la 10e session devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a rendu hommage pour la convocation de cette session. Le patron de la sécurité a déploré tout de même les faibles taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session tenue en novembre 2023 à Kinshasa. En ce qui concerne la commission politique administrative, sécuritaire, juridique et culturelle, 26 sont en cours d'exécution. 11 recommandations n'ont connu aucun début d'exécution, soit 28,8%. Pour ce qui est de la commission socio-économique et financière,
sur 17 recommandations formulées, seulement 5 ont été exécutées et seulement 5 sont en cours d'exécution. Et 7 n'ont connu aucun début d'exécution, c'est-à-dire 41,2%. Cette intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a laissé la place aux échanges constitués notamment des explications sur les relations entre les chefs des exécutifs provinciaux et le gouvernement central. Jacques Chabani a également salué les efforts de la chef du gouvernement, Judith Souminois, qui a pu faciliter l'organisation des ateliers de mise en œuvre des recommandations de la 10e session de la conférence de gouverneurs. Autre chose à présent, la ville de Kalemi s'est vue frappée par de fortes pluies ces derniers temps. Conséquence, les eaux de la pluie ont envahi les salles des classes, empêchant ainsi les élèves et enseignants d'y accéder. Sur place à Tanganyika, la ministre d'État de l'Éducation nationale s'est rendue sur place pour se rendre compte des dégâts causés par la dame pluie et proposer des pistes de solutions. Images et commentaires. Plus de 108 écoles détruites par les inondations au Tanganyika. La délocalisation de ces écoles s'avère nécessaire. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a visité une école sinistrée où elle a rencontré le chef de bureau de l'UNICEF de Kalemi pour évaluer la coordination des actions amenées par le gouvernement et ses partenaires, afin d'assurer la continuité des enseignements. Benoît Deundo, chef du bureau UNICEF Kalemi, a salué la collaboration. Il était question d'échanger avec elle sur l'impact des urgences sur l'éducation dans la province. Avec elle, nous avons passé en revue tout ce que l'UNICEF fait en appui bien sûr au gouvernement pour apporter des solutions aux enfants ou bien même à l'école et dans le cadre des urgences. Nous lui avons présenté la situation dans la province en termes de nombre d'écoles détruites par le débordement du lac Tanganyika. Pour la durabilité donc de nos interventions, nous avons appuyé la construction d'un certain nombre d'écoles, environ 900 salles de classe que nous avons construites pour permettre aux enfants d'étudier dans des conditions optimales. La ministre d'État a conclu sa journée de travail par une visite de l'école primaire Katarina Beni 1 où elle a inspecté la cantine scolaire installée par le programme mondial alimentaire. Coopération parlementaire, Kinshasa apporte son soutien à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine, une affirmation du président de l'Assemblée nationale congolais, l'honorable Vital Kamerhe, qui séjourne au pays des pharaons. De son côté, l'Égypte réaffirme sa ferme volonté de continuer cette collaboration qui existe déjà entre son pays et la République démocratique du Congo. Anim Balaka depuis Caire, capitale égyptienne. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anafi Gebale, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies
et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. L'Égypte, nous faisons un petit tour au Maroc. Du haut de la tribune du 16e forum des Médéis, la chef du gouvernement, Judith Souminois, a focalisé son discours sur la promotion des opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, nous dit Chimène Dondo dans ses reportages. Tanger, ville balnéaire du Maroc, accueille la 16e édition du Forum international Médéis. Un événement qui réunit des leaders politiques et des experts du monde entier pour discuter des enjeux géopolitiques et économiques actuels. La responsabilité. Dans son allocution, la première ministre Judith Souminois Toulouka a mis en lumière les ressources de son pays, les présentant non seulement comme des atouts économiques, mais aussi comme des leviers puissants pour promouvoir des politiques de collaboration et d'échanges mutuels bénéfiques. Au cœur de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel humain, avec un territoire vaste et des terres fertiles. Nous avons la responsabilité, mais aussi l'opportunité de jouer un rôle clé dans le développement économique et la transition énergétique du continent africain, ainsi que dans la lutte contre les défis mondiaux que sont le changement climatique, l'insécurité alimentaire et la croissance inclusive. Pour la chef du gouvernement de la RDC, son pays aspire à bâtir un avenir résilient, non seulement pour son peuple, mais également pour l'ensemble du continent africain. Elle a évoqué la vision politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à créer plus d'emplois et à protéger le pouvoir d'achat de ménages, en vue d'améliorer les conditions de vie des Congolais. L'Afrique ne peut se développer sans la paix. La stabilité et la sécurité sont les fondations sur lesquelles nous devons bâtir notre avenir. Il est impératif que chaque nation et l'ensemble du continent œuvrent pour instaurer un climat de paix durable, condition essentielle à notre prospérité collective. Judith Souminois Toulouka a lancé également un appel à tous les leaders présents, les exhortant à agir face à l'insécurité persistante dans l'est de la RDC par les troupes rwandaises causant la mort de milliers de Congolais. Ces forums constituent une occasion pour la RDC de renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc, deux pays unis pour des intérêts communs dans divers domaines. Et parlant à présent de cet atelier qui se tient dans le cadre du processus de révision des SDN, une conférence d'information a été organisée à Kinshasa sur cette question. D'autres détails dans ce reportage. Dans ses engagements climatiques, la RDC s'est résolue à réduire sensiblement ses émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030. Engagement défini dans sa contribution déterminée au niveau national CDN. Conformément à l'accord de Paris, le gouvernement de la République est appelé à soumettre une nouvelle CDN en début de l'année 2025. Pour Sarrois, l'urgence s'impose, d'où l'organisation à Kinshasa de cet atelier national qui a réuni les participants venus de tous les coins de la RDC pour réimaginer à travers des réflexions et échanges la CDN de la RDC, action contre le changement climatique en vue de soutenir une ambition climatique accrue dans les pays. En 2025, en février, les pays doivent soumettre leur CDN révisé. Donc nous nous sommes sentis dans l'obligation, nous sommes une organisation régionale avec beaucoup d'expérience avec d'autres pays qui sont en train de réviser leur CDN avec qui nous travaillons. Nous nous sommes décidés aussi de contribuer à la révision du CDN de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, le Congo c'est un pays important dans la recherche de solutions au changement climatique. Nous devons tous travailler ensemble pour donner un caractère national à ce CDN. Nous voulons aussi que la République démocratique soit inclue dans le partenariat énergétique juste. Là où nous avons l'Indonésie, nous avons les Philippines, nous avons le Sénégal et l'Afrique du Sud. Nous pensons que la République démocratique du Congo, avec tous ses atouts, doit faire partie de ce groupe-là
pour recevoir assez de financement. Sarwa, c'est une organisation non gouvernementale régionale qui milite pour la promotion de l'utilisation responsable des ressources naturelles en Afrique, la protection des droits humains, de l'environnement et de la biodiversité. Elle ne ménage aucun effort pour apporter sa contribution en vue d'aider la RDC à produire une CDN révisée et inclusive avant la date butoir. Et puis c'est non-chinois Hang Xia qui n'est autre que cet envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il est en visite de travail à Kinshasa. Il a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Edith Chalar. Accompagné du représentant spécial adjoint de la mission des Nations Unies en RDC et coordonnateur humanitaire Bruno Georges Lemarquis, la rapporteure spéciale sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Paola Gaviria Betancourt, a échangé mardi avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner. L'objet de sa visite à Kinshasa, Goma, Beni, Oicha et Bunia est de rencontrer différents interlocuteurs impliqués dans la question majeure des droits de l'homme. Dans la même journée, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a aussi échangé avec Hang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, rendre opérationnel le processus de mobilisation des armements et réinsertion des groupes armés dans l'est du pays par le groupe de contact de coordination reste l'objectif de sa mission. La Norvège s'engage à partager son expertise en aquaculture en augmentant les moyens de production de poissons en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel que l'on peut retenir du séminaire organisé par l'ambassade de la Norvège à Kinshasa, redépendant. Cette rencontre entre le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga Bwana, et l'ambassadeur norvégien en RDC, Odd Molester, a été l'occasion d'explorer les opportunités de développer une industrie aquacole en RDC et en Afrique. L'ambassadeur Molester a souligné que les relations commerciales entre la Norvège et la RDC sont dominées par les exportations des poissons, notamment les lieux noirs, salés et sèches, appelés Makayabu ou ambassade. Il a salué par ailleurs la volonté du gouvernement congolais de réduire les taxes afin de faciliter l'acheminement des Makayabu directement vers la RDC à des prix plus accessibles. Cette initiative a rencontré l'assentiment du patron de pêche en RDC, soulignant ainsi les reflets de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, engagé dans la sécurité alimentaire et le développement de l'aquaculture en RDC. Le gouvernement de la RDC, sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, se nourrit de l'ambition légitime de reprendre sa place d'antan sur l'échiquier africain en ce qui concerne notamment les activités piscicoles. Jean-Pierre Tshimanga Bwana a rappelé à l'attention de son hôte les 4 axes stratégiques pour développer durablement l'aquaculture. Il s'agit des axes après. L'amélioration de l'efficacité des systèmes de production, l'amélioration des services de vulgarisation, des formations de toutes les parties prenantes, l'amélioration de la gestion du domaine et enfin la promotion du partenariat privé. La journée a été marquée par plusieurs interventions d'experts du secteur mettant en lumière les ambitions, les défis et les opportunités liées à l'aquaculture en Afrique et en RDC. Parlons de tourisme. Profitant de la semaine congolaise du tourisme organisée à Kinshasa, la chefferie de Bayeki a exposé son potentiel touristique, culturel et historique. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple, chemin d'Ondo pour les détails. La chefferie de Bayeke était à l'honneur à la 3e journée de la 4e semaine congolaise du tourisme placée sous le thème « Tourisme et paix » au Palais du Peuple à Kinshasa. À l'occasion, Sa Majesté, le Mwami Mwenda Bantou Godefroy Munongo, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, est intervenu dans un panel sur l'écosystème de villages touristiques et développement du territoire.
en présence du ministre national du Tourisme, Didier Pambia, le chef coutumier et de tant d'autres personnalités. Le Mwami de Baéké a démontré les efforts qui sont déployés pour développer la chefferie de Baéké grâce à la redevance minière. Il a insisté sur la nécessité de construire des infrastructures dans ces coins pour booster le tourisme à Bunkeya. Le tourisme pour nous c'est l'avenir. C'est un secteur que nous négligeons et alors que nous voyons nos voisins du Kenya, Afrique du Sud, Maroc et autres, le tourisme leur apporte des milliards, pas des millions, mais des milliards. Nous sommes en retard. Nous ne voyons que le cuivre, le cobalt, etc., les coltans et l'or, alors qu'on a plus que ça et qui est pérenne, le tourisme. Donc pour nous, ça a été un devoir patriotique de venir. Le stand de la chefferie de Baéké était aussi le centre d'attraction de cette exposition de la Semaine congolaise du tourisme pour ses richesses agricoles, dont le célèbre riz parfumé produit des Bunkeya et le maïs. Un site touristique à visiter où le pouvoir coutumier reste conservé et perpétré jusqu'à ce jour. En santé, clôture de la campagne gratuite des opérations de bec des lièvres de patients venus de quelques provinces de la République démocratique du Congo. Ces opérations ont été organisées par la coopération SMEL en collaboration avec le ministère de la Santé publique. C'était du 18 au 25 novembre 2024 à la clinique Ngalima. Grâce Maoso. 43 patients au total venus des provinces Bandundu, Kasai, Congo central, Kwilu, Kwango et autres ont bénéficié de la prise en charge des opérations gratuites de fente labiale et palanquine, autrement appelées bec de lièvre. Ces opérations ont été faites par les médecins de la République démocratique du Congo et du Kenya. Nous avons un programme continu, nous opérons chaque mois et bientôt nous allons reprendre ces activités mensuelles. Nous allons communiquer, nous allons passer par la presse et tout le monde sera fixé. À Lubumbashi, nous opérons chaque mois. Nous avons quand même un grand nombre de patients qui sont en attente. Nous allons les programmer de façon séquentielle et tout le monde sera satisfait. Nous allons quand même redonner sourire à tous ces enfants. Les organisateurs ont retracé dans les grandes lignes le déroulement de cette campagne d'assistance aux patients affectés par le bec des lièvres. Les enfants qui viennent sont accueillis par l'équipe qui commence par les identifier, prendre les noms des parents, connaître leurs origines, leur culture. Ensuite, ils sont adressés sur la table des nutritionnistes. Les fentes labiales et palantines sont des malformations congénitales, ont plusieurs causes, souvent combinées, notamment les facteurs génétiques, environnementaux, hormonaux, mécaniques et tant d'autres. À la suite de la requête pour interpellation déposée à l'Assemblée provinciale contre le ministre des Infrastructures de la ville de Kinshasa, ce dernier a anticipé l'action. Il a pris langue avec le député provincial Mao Ntweni, initiateur de cette motion à qui il a donné des assurances pour les débuts des travaux de construction de quelques avenues dans la commune de Selembao. Sa démarche avec pression sur les ministres provinciaux des infrastructures devra aboutir à une solution définitive après le dépôt par les députés provinciaux Mao Ntweni de la proposition d'une note d'interpellation avec débat adressé à la tutelle des travaux publics dans la capitale Kinshasa. En toute responsabilité, le ministre a choisi d'anticiper à travers des échanges convoqués avec les députés pour désactiver la requête d'interpellation. Après un entretien entre les deux personnalités, la joie était visible sur les visages de l'honorable Mao Ntweni, élu de Selembao, pour avoir reçu des assurances du début de travaux sur plusieurs avenues de Selembao afin de désengorger l'avenue X24. On était à l'APK le 14 de ce mois de novembre en cours pour initier une requête concernant les questions orales avec débat. Nous sommes sortis avec beaucoup de gens. Les ententes ont été trouvées pour répondre aux problèmes qui concernent les habitants de Selembao sur ce que j'avais initié concernant les études de faisabilité. Il nous a promis que l'avenue 24 novembre doit être réhabilitée d'ici là, et l'avenue communément appelée Prince Akala. Il a pris ça en compte, et l'avenue Birmanie aussi est prise en compte. Et nous